vous avez, je dirais même plus que l'esclavage. Vous travaillez dans un secteur, par exemple, un secteur que je maîtrise très bien, de la métallurgie. Vous êtes dans un où vous travaillez à plus de près de 1000 degrés. Parfois, vous arrivez, les gens ne sont même pas bien protégés. Et quand vous allez regarder leur fiche de salaire, c'est la merde. Or, selon les normes, c'est des secteurs où vous ne pouvez pas travailler à plus de 40 ans. Vous allez trouver des gens qui ont 45 ans, 50 ans dans ces domaines-là. Vous travaillez pendant un temps, vous quittez. Mais c'est le fait de l'entreprise. Vous, si on vous maintient à ce poste à plus d'un certain nombre d'années, vous subissez physiquement des dommages. Vous voyez un peu. C'est ces dommages qui sont compensés en termes de salaire. Et salaire qu'on dit salaire décent. C'est ce salaire. Parce que le domaine qui est le mien, que je maîtrise très bien, c'est-à-dire la chaudronnerie, tuyauterie, soudage, un soudeur homologué en France ne soude pas à plus de 40 ans. À 40 ans, vous changez de poste. Pourquoi? Parce que vous êtes exposé à la radioactivité. Parce que l'arc que vous déclenchez au moment de la soudure, c'est une électrode. Elle déclenche non seulement les rayons X, mais elle déclenche aussi de la fumée nocive. Vous voyez un peu? Donc c'est des postes où les gens devaient être bien payés. C'est pour ça que vous voyez là-bas chez eux. Ils ont tendance à abandonner ces emplois-là pour aller recruter la main-d'œuvre, soit asiatique et autres. Vous voyez un peu? Et ils sont bien rémunérés. Parce que c'est des gens qui peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité. Donc, chez nous, nous disons, le dialogue social doit être accompagné par le ministère en charge des questions du travail et pouvoir même imposer certaines choses. Alors, en ce qui concerne le salaire décent, je crois qu'il a très bien dit tout à l'heure, c'est que si ce salaire ne peut pas vous permettre de payer votre transport, aller au travail, arriver à l'heure et à temps, ne peut pas vous permettre de vous nourrir et ne peut même pas vous permettre de vous développer en tant que personne, parce que ça c'est un aspect qu'on oublie souvent. Dans l'entreprise, quand on entre, on a de l'ambition pour pouvoir progresser. Donc c'est se développer. Alors, ce n'est plus un travail décent. C'est vrai que, comme dit mon camarade syndicaliste, l'OIT a placé ça comme une émergence en 2030. C'est un processus. Mais nous pensons que si un processus n'est pas bien bâti dès le départ, l'objectif ne sera pas atteint. Et nous allons continuer à avoir des salaires que nous connaissons. C'est pour ça que j'ai pu parcourir une étude où un organisme étranger a dit que rien que dans la fonction publique où M. Ipapa est, le Cameroun a les salaires les plus bas d'Afrique. Justement, j'y arrive. Voilà. Ipapa, justement, vous êtes un gros défenseur de ces personnes-là qui ne sont pas bien payées. Voilà. Vous avez toujours la main sur ce plateau. Et il a pris un exemple. Comment on fait donc pour vivre avec ça? Est-ce que ça n'ouvre pas la porte comme ça à la corruption? Oui, ces gens-là, avant de développer, je voudrais répondre à la chronique de Serge Gauthier par le titre d'une autre chronique faite par un autre journaliste, je vais le citer, Pierre Laverdu au Mans. Il y fait du travail le courage silencieux des travailleurs camerounais. Donc quand il dit tout à l'heure que, si j'avais le temps de lire, vous comprendriez pourquoi il dit le courage silencieux. Quand ils vont avec les chefs, ils vont faire ci ou ça, c'est pas qu'ils sont trop contents. Mais c'est un courage vraiment silencieux pour dire ok, et il a même appelé ça la résilience. C'est une attitude de résilience en fait. Voilà. Pour revenir au sujet, effectivement, dans notre environnement, ces gens-là, les salaires sont très bas, aussi bien à la fonction publique que dans le privé. Et j'ai peur de dire que dans le privé, parce que je vais faire une analyse en regardant le secteur que je connais le mieux, le secteur des enseignants. Dans le privé, c'est encore plus grave que ça, ces gens-là. J'ai toujours décrié le fait que des gens viennent dans l'enseignement s'enrichir. Vous avez des établissements où on paye des pensions de 200, 300, 400 000. Mais vous n'avez aucun enseignant payé à 100, 150 000 sur 12 mois. C'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, donc à un moment donné, il faut qu'on ait quand même le courage de regarder. Et je vous dis que l'enseignement dont on parle,
vous savez, si vous voyez le nombre de jeunes qui y vont, parce que beaucoup y vont pour le moment, en attendant de trouver quelque chose. Quand vous voyez le nombre de jeunes qui y vont, vous vous rendez compte que si on impose à ces gens-là de payer ces jeunes à peut-être 150, 200 000 sur 12 mois, ça réduit un peu la pression de l'emploi. Et l'État ressent moins la clameur sociale. Parce que ceux qui ne sont au quartier, qui n'ont rien à faire, leur problème c'est que je suis au chômage, je n'ai rien. Parfois je demande aux collègues, mais entre le mois de mai, où ils ne sont même pas payés de manière intégrale, et le mois de septembre, qu'est-ce que ces collègues disent à leur famille? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs bailleurs? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? C'est très compliqué. Oui. Maintenant, d'un autre côté, pour aborder un aspect que le grand frère Melinguer évoquait, et j'aborde cet aspect pour nuancer un peu, parce qu'il a dit l'État peut imposer. Moi, je ne pense pas que l'État est en mesure, en posture d'imposer quelque chose à quelqu'un. Pourquoi? Vous avez dit les entreprises, le fonctionnement, parce que quand vous parlez du monsieur qui fait plus de 40 ans à la chaudronnerie, je vous ai dit, ça c'est un problème de gestion de ressources humaines. Vous savez que la particularité de nos entreprises... Il ne fait pas, il a plus de 40 ans. Oui, il a plus de 40 ans. Ouais, la particularité de nos entreprises au Cameroun, c'est le manque de lisibilité. Or, les entreprises devraient se laisser lire par l'État, c'est-à-dire que l'État s'assied, l'État sait, il n'a pas besoin que tu viennes lui dire, l'État doit savoir que cette entreprise, par exemple, cette année, a dégagé telle marge bénéficiaire. Et maintenant, quand l'État a ces éléments-là, l'État peut te dire, écoute, tu ne peux pas faire des bénéfices pareils avec des gens qui sont payés au lance-pierre. Vous voyez? Donc, ce problème de lisibilité fait déjà que si le ministre du Travail arrive et vous dit, par exemple, OK, je dois discuter avec vous, les salaires, on doit faire ci ou ça. Le patron va lui opposer ses charges, il va lui opposer ses affaires avec la banque, il va faire ci ou ça. Et le fait que les comptes ne sont pas clairs, mais le ministre est dans une posture où il ne peut pas imposer. Il est obligé d'aller par le dialogue. Je l'ai suivi tout à l'heure sur sa page Facebook, où il expliquait effectivement, il souhaitait bonne fête aux travailleurs. Il expliquait effectivement que oui, le dialogue social, il a marché. On a fait un certain nombre de choses, mais beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup de choses restent à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des employés, des patrons, qui estiment que la vie n'est bonne que pour eux. C'est-à-dire que si on doit être bien, c'est lui le patron. Si on doit rouler carrosse, c'est lui le patron. Les gens ne se disent pas, et j'ai aimé que le monsieur dise tout à l'heure que on a parlé dorénavant de ressources humaines. Ressources, ça veut dire que c'est un organon, c'est un élément cardinal dans la production de la richesse. Vous voyez, maintenant, si cet élément central de la production de la richesse doit être aussi maltraité, mais est-ce que ces gens ne voient pas qu'ils sont en train de tirer, de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Donc, à un moment donné, et c'est là où je vais interpeller un peu plus l'État, parce que j'ai lu le Code du travail aujourd'hui, et je lisais la partie réservée aux inspecteurs du travail. On dit que un inspecteur du travail a par exemple l'initiative de ses contrôles, c'est-à-dire qu'il peut se lever et dit, je vais un peu de ce côté, regardez comment les choses se passent. Donc, il faut que les inspecteurs du travail, je ne doute pas qu'ils font déjà beaucoup, parce qu'il m'arrivait de solliciter certains, mais qu'ils essayent, dans cet environnement où tout le monde crie à la précarité, qu'ils essayent d'ouvrir un peu plus les yeux, qu'on essaie de voir. Il est inacceptable que des gens viennent s'enrichir avec des personnels qui s'appauvrissent, qui s'amaigrissent, qui, parfois vous voyez, et ce que j'ai aimé dans la chronique de Pierre Laverdure dont je parlais tout à l'heure, il vous dit que quelqu'un se lève un matin, il va au travail, il sait qu'il va se taper ses kilomètres de marche à pied. Quand il va arriver, il sera face peut-être à un matériel vétuste, peut-être à une hostilité du patron qui aura remarqué qu'il a fait telle ou telle chose. Donc il y a tellement de choses à faire dans cet environnement que messieurs les inspecteurs du travail doivent monter d'un cran. Monsieur le ministre qui est leur chef a reconnu qu'il y a beaucoup de choses à faire, et ces choses-là, on ne peut pas les faire si on ne descend pas en entreprise, constater un certain nombre de choses. Les entreprises, si on attend qu'elles viennent, si on attend qu'elles communiquent, elles ne donneront jamais le vrai chiffre. Elles ne donneront pas. Or, il faut que l'État sache, il faut qu'on sache que cette année, par exemple, une école, moi je prends le domaine des écoles où je suis, vous payez, vous avez peut-être 2000 élèves. La pension, c'est 300 000 par élève. On calcule. OK, quelles sont vos charges salariales? Qu'est-ce que vous payez pour la location? Qu'est-ce que vous payez pour telle chose? Ce qui reste, est-ce qu'il est normal que est-ce qu'il est normal que ce bénéfice brut qui reste,
soit encaissé par une seule personne au motif que non, j'ai investi mon argent. Non, vous avez investi votre argent, mais la ressource humaine qui est là vous aide à le fructifier. Vous voyez, et dans les entreprises sérieuses même, cette ressource humaine, on lui fait partager les bénéfices. Bien sûr. Un jour, j'ai demandé, j'étais face à un fondateur qui se plaignait un jour, il grondait alors son administration parce qu'il estimait que les chiffres ont baissé. Et il a donné un chiffre que je ne vais pas donner à l'antenne. Vraiment, l'année passée, il n'a pas pu faire un bénéfice de temps.